Aujourd'hui, on va parler des ingénieurs qui ont été extrêmement ambitieux, mais tellement que leur propre invention leur a coûté la vie. Vous allez voir les gars, c'est des masterclass, c'est les ingénieurs du village. En tout cas, c'est des histoires qui sont plutôt drôles de manière générale. Et bien sûr, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube parce que ça m'aide beaucoup. Et pour réaliser cette vidéo, j'ai utilisé le navigateur gratuit Opera. C'est un navigateur sécurisé qui comprend énormément de features gratuites, comme Aria, qui est une intelligence artificielle intégrée dans le navigateur pour répondre aux questions et qui m'a aidé dans mes recherches pour chacun des ingénieurs. En fait, j'ai pu splitter le navigateur en deux. J'ai mis Aria à gauche et j'ai mis Wikipédia à droite et ça m'a permis de gagner un temps de malade sur mes recherches. Ensuite, en fonction de mes recherches, j'ai pu trier chaque onglet parce que moi je suis un mec, des fois j'ouvre trop d'onglets et du coup c'est le bordel après. Et du coup j'ai pu catégoriser mes onglets grâce à l'option Tab Island. Ça permet de créer genre comme des petites îles et tu peux mettre tes onglets par catégorie, par couleur. Et du coup pour chaque personnage, j'ai créé des onglets avec les photos, les informations et tout ça que je récoltais. Ça m'a fait gagner un temps de malade aussi ça. Opera dispose également d'un bloqueur de pub gratuit et d'un VPN directement intégré dans le navigateur, gratuit aussi. Ah, nous on aime bien quand c'est gratuit. Moi avant j'utilisais un autre navigateur et on m'a demandé d'utiliser le navigateur pour faire cette OP et en fait je l'ai adopté de fou et je vous le dis très honnêtement, je l'utilise maintenant ce navigateur. En fait ça me fait gagner du temps sur la production des vidéos. Donc si le navigateur t'intéresse, n'hésite pas à aller dans la description, j'ai mis un lien et on passe directement à la première histoire. Mike Hurg. Il est connu parce qu'il avait des théories genre la Terre elle est plate quoi. Yes. Et ça a souvent suscité des réactions controversées dans la communauté des scientifiques. Les scientifiques, ils vont dans l'espace, ils voient que la Terre elle est ronde, et puis lui, il était là et il dit ah non les gars, la Terre elle est plate. Sauf que Mike, du coup, tu vois, il disait attends les scientifiques, qu'est-ce qu'ils me veulent les gars? Moi je sais que la Terre elle est plate. Il s'est dit vas-y, je vais créer une fusée pour aller dans l'espace et prendre des photos et montrer que la Terre elle est plate. Yes, Mike. Et le gars, il l'a pas fait genre... c'est pas la NASA ou SpaceX. Hein. Il a fait ça genre dans son garage, genre avec des trucs un peu artisanal. Tu sais, c'est le mécano du dimanche, il te répare un truc à la Walligen et le truc, tu vas rouler 3 mètres et ça commence déjà à faire clac clac clac, tu vois. En février 2020, la fusée de Mike est prête. Bravo, Mike. Ça ressemble à ça, la fusée. Moi, jamais de la vie, je monte là-dedans. Clairement, c'est un truc où je pense qu'il faut pas monter dedans, en fait. Et Mike, il est déter, tu vois, genre, il s'est dit, moi, je suis un dingo, mec. Donc Mike, il est très très fier. Il va monter dans sa boîte métallique, parce qu'on peut pas appeler ça une fusée, hein. Clairement, son cercueil, en fait, qu'il a créé, là. Et là, c'est le jour du lancement. La fusée décolle, mais... ça, c'est le parachute qui était censé permettre à la fusée de retomber en entier sur Terre. Donc de faire en sorte que Mike retombe en entier lui aussi. Sauf qu'on peut voir que du coup le parachute il est resté sur place. Et la fusée elle est effectivement bien partie. Je vais pas vous le montrer mais quelques secondes plus tard la fusée s'est juste écrasée au sol. Avec Mike à l'intérieur. Et bien sûr Mike n'a pas survécu. Alors je sais pas comment Mike s'est dit qu'il allait prendre des photos dans une boîte de conserve instable qui a été lancée genre comme un lance-pierre. Surtout que la fusée elle est pas allée très haut en plus dans l'espace. Bravo Mike, yes. Sylvester Howard Roper. C'était un inventeur et un constructeur de voitures et de motos anciennes. En 1863, Roper a construit l'une des premières automobiles à vapeur. Alors honnêtement, pour l'époque, c'était genre les gens voyaient ça, ils étaient waouh. C'est comme si toi tu voyais une Bugatti, tu vois. C'était leur Bugatti, tu vois, de 1800. Là où Roper a été intelligent, c'est que lui, ses moteurs, c'était des véhicules à vapeur. Alors qu'à l'époque, la plupart des véhicules, ils marchaient à combustion interne. C'est inspiré des locomotives. Son objectif à Roper, c'est qu'il avait un ego tellement énorme qu'il voulait dire, tu fais des voitures à combustion comme tout le monde. Moi, je fais un truc qui ressemble pas à tout le monde et ça marche. Roper, il était tellement chaud qu'il s'est dit, vas-y, les voitures c'est bon, maintenant je vais créer des motos à vapeur. Et c'est là où en 1867, il a créé la Roper Steam Velocipede. Ça ressemblait à ça le truc. Je pense que dans la communauté des motards, il y a aucun motard qui monte là-dessus. Vraiment, tu vois la gueule de l'engin, je pense que t'as juste peur de te tuer avec ça en fait. Mais pour l'époque, c'était incroyable et ce véhicule était capable de monter à 40 km/h. Et pour vous dire, son travail là, avec cette moto là, qui fait peur, eh ben elle a permis en fait de faire évoluer toutes les technologies pour la moto. Roper là, il est trop chaud, tu vois, les autres ils sont là, lui il est comme ça là, tu vois. Il a voulu créer une moto encore plus performante. Et en 1896, il teste un de ses prototypes. Il part à bord de son Roper Steam Velocipede, ce truc qui me fait vraiment peur et jamais de la vie je vous montrerai là-dessus. Il commence à faire le test et pendant ces tests, il y a un dysfonctionnement et ça le fait chuter. Qui lui a coûté la vie. Et oui, parce qu'à l'époque, il mettait pas de casque ou ça n'existait pas, les équipements de moto. Il a voulu montrer que c'était capable d'avoir une alternative, tu vois. Il a vraiment voulu montrer son savoir, tu vois, son invention, tellement loin dans ses ambitions que ça lui a coûté la vie. Michael Dacre. C'était un pilote expérimenté et un ingénieur dans le domaine de l'aviation qui a développé le concept révolutionnaire de l'Avcen Jetpod. En fait, c'est un projet d'avion. Il y a 7 places passagers. L'idée, c'était de faciliter le transport entre différentes villes. Par exemple, en Afrique, il y a beaucoup de routes qui sont mal desservies où tu as des véhicules qui s'embourbent. Le projet, il permettait de
de décoller et d'atterrir sur des courtes pistes. C'était un véhicule qui pouvait monter à 550 km/h. Alors comment ils ont fait pour faire monter ce véhicule à 550 km/h? Parce qu'il a été construit, et il y a eu un seul prototype. C'était réalisable grâce à un moteur à réaction, genre une fusée, et surtout à la caractéristique d'être beaucoup plus léger que d'autres avions. C'est le 4 mars 2009 que Michael Dacre effectue un vol d'essai de son prototype. Sauf que pendant le vol, et pour une raison inexpliquée, l'avion s'est crashé, mettant fin à sa vie. C'était le seul prototype que Michael avait créé. Du coup, personne n'a jamais repris le projet. C'est dommage parce que le projet, en fait, il aurait pu être bon, mais beaucoup trop dangereux. Tu mets un réacteur de fusée sur un avion. On sait pas, peut-être qu'un jour, quelqu'un reprendra le projet. Même si là, il y a les drones taxis là, qui commencent à faire leur apparition. Ils sont plutôt performants. Après, ils vont peut-être pas aussi vite. Jean-François Pilâtre de Rosiers. Alors, vu son nom, vous allez tous comprendre que cet homme est né en 1754. À Metz, c'est un Français. C'est le Elon Musk français de 1700. C'est un aviateur français. Il est également professeur de chimie et de physique. Pour vous dire, en 1783, il réalise le premier vol en ballon habité à bord d'un ballon montgolfière. Le gars, c'est un zinzin, ok? Tu sais pas ce qu'il y a dans la tête, mais le gars, il a peur de rien. Surtout qu'à cette époque, on n'avait pas les technologies d'aujourd'hui. Et pour vous dire, Jean-François Pilâtre de Rosiers, il a joué un rôle précoce dans le développement de l'aviation parce que c'était un gars déterminé avec un courage d'acier. En 1785, Jean-François il se dit je vais réaliser une grosse dinguerie, ok, je vais traverser la Manche avec mon ballon. Il y a personne qui a traversé la Manche jusqu'à présent. Genre c'est l'étendue entre la France et l'Angleterre. Lui il a un courage, une détermination, genre vraiment le gars il veut montrer que ouais c'est possible. Les gars, je vais tout arracher en fait dans le milieu. C'est moi le padré de l'aviation, tu vois. Pour ce faire, il commence à élaborer un plan. Il se dit ok, il y a un mec qui doit venir avec moi, genre c'est un giga big boss, le gars il connaît tout. Pierre-Ange Romain. Il est avocat mais il est également physicien chimiste et aéronaute français. Jean-François, il voulait absolument que ce soit Romain qui l'accompagne dans cette mission qui est quand même dangereuse. À tout moment, le ballon plouf, il tombe dans l'eau et il y a personne qui va venir les chercher. Il a énormément de compétences en tant que physicien et chimiste. Il sait que les connaissances de Romain elles vont être extrêmement utiles pour le vol en ballon afin d'assurer une grande sécurité et le succès de l'expédition. Le 15 juin 1785, c'est le jour J. Le ballon décolle de Boulogne-sur-Mer en France pour destination Douvres en Angleterre. Le décollage se passe, le ballon part et au bout de 30 minutes de vol, le ballon commence à prendre feu. Il lui fait entamer une descente extrêmement rapide pour finir par s'écraser à Wimereux, qui entraîne le décès de Jean-François et de Romain. Et c'est le premier accident de toute l'histoire de l'aviation. Cet accident, il a permis de prendre conscience que l'aviation c'est dangereux et que du coup ça mérite d'avoir beaucoup plus de sécurité et que c'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Fred Duesenberg. Alors lui je l'adore parce qu'il a une mentalité mais genre waouh, il a une ambition de malade. Enfin avait une ambition de malade. C'était un ingénieur automobile et visionnaire. Avec son frère Auguste en 1813, il fonde la Duesenberg Motor Company pour construire à la base des moteurs. Sauf que les deux réunis, ils sont capables de faire des moteurs ultra performants. Genre ça défie toute la concurrence. Du coup ils sont malins, ils se disent attends, on fait des moteurs de dingo, les gens ils nous prennent nos moteurs et tout, mais pourquoi on fait pas nos voitures? C'est là que la Duesenberg Motor Company commence à créer des véhicules. Attention parce que les gars c'est des malades. Ils se lancent dans la fabrication de voitures de course et de voitures de tourisme. Avec une telle ambition que leur véhicule a été classé comme les véhicules les plus performants et luxueux du monde. Ce qui leur a permis en fait d'avoir une énorme réputation dans l'industrie automobile. Ils étaient super minutieux, les voitures elles avaient une qualité de fabrication, un design élégant et extrêmement performant. Et c'est dingue, je me dis, parce qu'à cette époque, les mecs, ils étaient déjà, tu vois, genre à fond dans l'ambition, j'adore. Et d'ailleurs, ils ont un de leurs véhicules qui était considéré comme le plus rapide et le plus luxueux du monde, qui est la Duesenberg Model J. En vrai, pour l'époque, c'était incroyable. Donc, ils vont aller toujours plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. Et c'est généralement quand tu essayes toujours d'aller trop loin que là, d'un coup, il y a le karma, tu vois, il te rattrape un petit peu. En 1932, toujours en quête de révolutionner l'industrie, Fred, il se lance dans un essai d'un prototype de Duesenberg. Sauf que pendant l'essai, il fait malheureusement un accident. Et malheureusement, c'est pas l'accident qui va lui coûter la vie, mais c'est la pneumonie qu'il va avoir à cause de l'accident. En fait, le choc a été d'une manière que ça lui a provoqué une pneumonie et malheureusement, ils savent même pas exactement ce qui s'est passé. Est-ce qu'il a fait un malaise, tu vois? Est-ce qu'il allait trop vite et il a perdu le contrôle? Et du coup, ça reste un mystère. Sa disparition, elle a bien sûr provoqué un coup dur pour l'industrie automobile parce qu'ils étaient vraiment pionniers dans le milieu. Que les gens, ils voyaient en fait les Duesenberg et ils disaient, ok, nous, on veut faire mieux que eux, tu vois. Ces voitures aujourd'hui, elles sont toujours énormément respectées, tu vois. Elles ont une élégance et un luxe. Il y a beaucoup de rassemblements automobiles encore aujourd'hui dans le monde où il y en a qui arrivent à ramener encore des Duesenberg. Parce que cette marque, elle avait vraiment un impact incontestable dans le monde de l'automobile. Aurel Vlaicu, ça se dit comme ça en roumain, j'ai vérifié. Né en 1882 en Roumanie, et dès son plus jeune âge, il a montré un vif intérêt pour l'aviation. Alors lui, son histoire, elle me touche un peu parce que c'est juste un petit gamin à la base qui est passionné d'aviation, tu vois. Il aime trop ça, tu vois, les avions, tout ça, et il est hyper ambitieux. Et du coup, il va jusqu'à quitter la Roumanie pour aller étudier en Belgique, à l'école supérieure de construction d'Anvers.
Et c'est là qu'il a acquis les connaissances qui allaient façonner ses futures réalisations dans le domaine de l'aviation. En 1909, il termine ses études et il est de retour en Roumanie. Et là, il est déterminé comme jamais, Aurel. Là, dans sa tête, c'est l'ambition. Les gens, ils sont là, lui, il est là, tu vois. Aurel se met à fabriquer son propre avion. Son objectif, c'était de construire un avion capable de traverser les montagnes de Carpates. Moi, je monte pas dedans. Ça, c'est un exploit audacieux pour l'époque. C'est le 13 septembre 1913 qu'il tente avec son avion construit de ses propres mains, le Flyku 2. Clairement, je ne monterai jamais dans un truc comme ça. Mais pour l'époque, ça passait. Genre, vraiment, c'était clean. De réaliser son objectif de traverser les montagnes de Carpates. Le problème, c'est que ce jour-là, les conditions météorologiques, elles étaient pas là, en fait. Fallait surtout pas voler ce jour-là. Mais Aurel, lui, dans sa tête, c'est un gars hyper ambitieux. Il a des objectifs et il se dit, non, c'est mort, j'ai décidé de décoller aujourd'hui. Je vais décoller le 13 septembre, voilà. Il démarre son vol, il commence à partir. Bien sûr, les conditions météorologiques n'aident pas à ce que l'avion reste assez stable dans les airs. Et en plus de ça, il y avait des défauts de conception dans son avion. Ce que je rappelle, il l'a construit de ses propres mains, ce truc. Et l'avion a fini par s'écraser. Alors déjà, Aurel, dans son pays, c'est quelqu'un qui est extrêmement courageux, tu vois, pour repousser les limites, voulu développer l'aviation. Et c'est vrai qu'il faut le reconnaître, c'était courageux à cette époque déjà de construire un truc comme ça et de se dire, vas-y mec, je vais me barrer dans les airs alors que je risque de crever en fait. Et c'est triste parce que c'est juste à la base un gamin, tu vois, qui était passionné par l'aviation. Et malheureusement, c'est cette passion qui lui a coûté la vie. Comme beaucoup d'inventeurs d'ailleurs. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à télécharger Opera qui est dans la description. J'ai construit du coup cette vidéo avec Opera et franchement, c'est génial. Ça m'a fait gagner un temps fou et je suis trop content, tu vois, d'avoir réalisé cette vidéo. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de thread. Je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo. Merci, à la partager. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.